Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 52 de Vivant, ma vie d'aidante avec Christelle et Vita. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Brodelet de tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Être aidant, c'est devoir s'occuper d'un parent, d'un membre de sa famille parce qu'il souffre d'une maladie ou d'une perte d'autonomie. Difficile de se dire que ça peut nous arriver, pourtant 15% des Français sont déjà dans cette situation. Auteur du livre Devenir le parent de son parent ou presque, j'ai demandé à Christelle et Vita de partager son expérience et de nous livrer ses conseils pour nous aider à mieux comprendre comment faire face à cette situation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Christelle et Vita. Bonjour Christelle, bienvenue dans Vivant. Je vais pas dire je suis content en fait, mais en fait je suis très content. Je suis très content de t'avoir. Comment tu vas ? Je vais très bien, Teddy. Merci beaucoup de l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Alors pour vous qui nous écoutez, je vous mets à peu près dans les coulisses rapidos. Christelle, on se connaît de loin sur les réseaux depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. Voilà, la première fois que Christelle m'a contacté, c'était à peu près il y a 2 ans et demi, avec un petit message Instagram, je crois. Il est sympa ce podcast, mais exactement, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et la petite particularité de Christelle, c'est qu'elle vit la vie Elle est aidante depuis un petit moment. Mais ça, tu vas nous expliquer tout ça. Et donc, on va vraiment parler des aidants aujourd'hui, de ce qu'ils vivent sur tous les spectres de leur vie. Voilà. Tu peux te présenter, du coup, parce que j'en ai déjà un peu dit beaucoup quand même, en fait. Eh bien, donc, Christelle, comme tu l'as dit, aidante depuis 2015, mais comme beaucoup d'aidants, je ne savais pas que je l'étais, puisqu'aujourd'hui, tu as 50% des aidants qui ignorent qu'ils sont aidants. Donc, au début, ma mère octogénaire, en perte d'autonomie, mais aujourd'hui, voilà, vous voyez, je pose des mots, perte d'autonomie, donc des grands mots, genre, je m'y connais, mais la réalité, c'est que quand la situation s'est présentée à moi, pour moi, c'était normal. Elle a besoin d'aide pour des démarches sur Internet, ben, je vais le faire. Elle a besoin d'aide pour les cours, je vais le faire. Ah, elle a oublié son code de carte bleue. Mais non, mais elle a pas de problème cognitif, c'est juste l'âge. T'inquiète, maman, je vais payer. On va, ma sœur et moi, puisqu'on est 2 avec ma sœur, on est à prendre soin d'elle. T'inquiète, on va aller chercher les courses, on va payer le commerçant, etc. Et puis ça s'est accéléré, ça s'est intensifié, mais on se disait, ben, c'est normal. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'aidants, à se dire, c'est normal. Et ils en font de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et donc, c'était mon cas. J'en ai fait de plus en plus, jusqu'au moment où elle a chuté, elle a été hospitalisée. Et là, le verdict est tombé. On nous a dit, ben, votre mère a des gros troubles cognitifs. Alors là encore, des grands mots qu'on vous donne pour pas dire des mots comme Alzheimer, comme maladie à corps de Lévy, comme démence vasculaire ou autre. Mais en fait, ils nous ont dit, bon, elle ne peut plus retourner chez elle du fait de ses troubles parce qu'elle se mettra en danger ainsi que les gens qui sont autour d'elle. Donc, il faut la mettre en institution. Et c'est ce jour-là, finalement, que je suis devenue aidante. Mais là encore, le mot n'avait pas été posé, mais j'ai senti que je changeais de statut. Mhm. En tout cas, on m'a dit, maintenant, c'est toi qui prends soin officiellement de ta mère. Et donc, tout ça, ça date de 2015, tout début de l'aidance. Et au moment où elle a chuté, ça, c'était en 2021, donc lorsqu'on était dans Covid-2, c'est comme ça que je Mhm. l'appelle. Et donc en plus, il y avait cette situation où tu avais appris que voilà, il y avait plein de personnes âgées qui mouraient en EHPAD. Donc autant me dire que T'avais pas très j'étais envie ? non, j'avais pas très envie. Donc complètement voilà, déboussolée, on fait un peu ce qu'on peut et effectivement, je tombe sur ton podcast. Et alors moi je dis paradoxalement, mais tu vois qui parlait d'un sujet qui s'approchait très fortement de moi et de ma mère, qui était ben, sa fin de vie et le fait qu'elle allait progressivement
oui, vers la fin de vie, vers la mort. Et du coup, écouter ton podcast, eh ben, alors, je dis paradoxalement, je sais pas pourquoi, mais ça m'a ultra apaisée, quoi. Et donc, je me suis mis à écouter, voilà, tous les épisodes parce que bah, t'entendais des gens parler de ce qu'ils avaient eux traversé, comment ils l'avaient traversé. Et puis effectivement, un jour, je t'ai fait un message. La première chose, c'était demander la musique. Je t'ai dit, ah, j'adore la musique Ah du oui, c'était ça le podcast. message, c'était la C'est musique. ça. Je t'ai dit, est-ce que tu peux me l'envoyer? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Je me suis dit, il va jamais me l'envoyer. Il me dit, ah ouais, très bien. Je dis, oh, il est sympa ce monsieur. Puis après, j'ai regardé tes offres et en plus, voilà, je me suis dit, mais c'est ça que je vais vouloir, moi, quand ma mère va partir. Moi, l'administratif, j'en peux plus. Donc, déjà, j'en peux plus, elle est vivante. Donc, qu'est-ce que ça va être quand elle va être morte? Hmm. Et j'ai vu ton offre et je me suis dit, bah non, il est banco, quoi. Évidemment que je le prends pour quand ça arrivera, que j'ai pas en plus à me casser la tête sur les papiers, quoi. Donc voilà, un peu long, mais voilà, entre guillemets, en tout cas, qui je suis en termes d'aidante. Et après, autrement, dans la vie, parce que je dis souvent ça aux aidants, ne soyez pas qu'un aidant. Donc, je fais beaucoup de sport, du Krav Maga, donc pif paf pouf. J'adore les chats. Euh, je travaille dans la communication et maintenant, de plus en plus, je sensibilise les entreprises pour leur dire, il faut absolument que vous intégriez mieux les salariés aidants. Ils ont toujours été là, mais ils vont exploser du fait du vieillissement de la population. Donc, c'est rien d'exceptionnel. Ça va devenir le nouveau normal. 2030, un actif sur 4 sera aidant. Donc, 2030, c'est demain. Aujourd'hui, c'est 1 sur 6. Donc, il faut vous préparer à vous organiser pour comment on rend possible le fait de travailler et d'être aidant, comment on rend possible le fait qu'un aidant, et au bout d'un moment, il va plus l'être, comment on organise son retour au travail. Oui, il doit s'absenter, mais on a fait 2 ans de Covid, c'est pas grave. Voilà, et arrêter de dire oh c'est compliqué, oh c'est compliqué. Donc voilà, donc moi j'aide les entreprises à arrêter de dire c'est compliqué en fait. Ok. Et tu as écrit un livre au sujet de ta maman, mais on en reviendra tout à l'heure. Il y a pas de, Tout à fait. on y reviendra. Donc du coup, en fait, par rapport à ton histoire, il n'y a pas eu vraiment un moment donné où ça t'est tombé sur le coin de la tronche, quoi. Ça a été vraiment progressif pendant 4-5 ans, pour faire C'est court, ça. voilà, Oui. comme tu l'expliquais. Et Mm. après, badaboum, l'annonce tombe, etc. Et là, tu nous dis, bah ouais, il y a un changement de paradigme un petit peu en toi, et tu vois que ta position change. Euh, Au-delà du côté forcément déboussolé et tout ce que ça peut impliquer de psychologie là-dedans, comment tu l'as géré, comment tu l'as senti, comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois, les aménagements que tu as dû faire, toi, dans ta vie, et comment tu as appréhendé un peu tout ça? Ben, ça a été le cataclysme émotionnel. J'en parle dans le livre, devenir le parent de son parent ou presque. Ce livre, ça a été vraiment une thérapie parce que ça m'a permis de faire le pas de recul pour comprendre ce que j'avais vécu. Et quand je lis ou quand les lecteurs me font des retours, la première chose qu'ils me disent, c'est oh là là, il y a de la colère. Et donc voilà, je pense que oui, il y avait, je dis il y avait parce que maintenant elle est un peu moins là, mais elle est toujours là parce que je suis quelqu'un qui est assez facilement en colère. Et il y avait beaucoup de colère, un peu un sentiment d'injustice, même si c'est la vie. Ton Mhm. parent vieillit, mais il y avait un sentiment d'injustice parce que notre mère et ma sœur et moi, on est très très proches et limite, alors j'aime pas cette expression, mais on est fusionnels quoi. Donc voilà, la réalité, elle nous disait, bah non, en fait, là, c'est fini. Il va falloir que chacune vous traciez vraiment vos voies. Mhm. Donc au début, ça a été très, 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 très compliqué. Oui, sentiment d'injustice. Et puis alors qui peut-être n'était pas justifié, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti, auquel s'est ajouté des situations qui, là, pour le coup, ne sont pas normales, Mhm. que sont, on en avait parlé, mais le poids administratif, on va dire la froideur des institutions, parce que pour elles, c'est évident. Je veux dire, tu as une personne âgée, octogénaire, elle a des troubles. Oui, eh ben cette dame, il va falloir la flécher vers un EHPAD, etc. Donc, eux, c'est leur quotidien. Sauf que toi, c'est c'est exceptionnel pour toi. Donc, eh ben, tu es déboussolé, sauf que l'administration, ben, les administrations, elles peuvent, ah ben non, il manque ce papier, ah ben non, ceci, et puis t'es pas prêt, en fait. Moi, j'étais pas prête à faire des lettres de recommandation, des lettres de motivation pour que ma mère, pour qu'on puisse trouver un EHPAD à ma mère. Parce qu'en fait,
les EHPAD, les gens sont persuadés que ah ben non, moi je mettrai pas mon parent en EHPAD, etc. Mais soyez bien sûr que c'est pas vous qui décidez en fait, hein, et que le jour où vous dites bah oui, je vais le faire, en fait, vous faites aussi un dossier. La France champion du dossier, même si bah, c'est normal, hein. Mais donc, et je me suis mise à faire des lettres de motivation pour dire pourquoi je pensais que c'était utile que notre mère soit dans cet EHPAD. C'était un EHPAD particulier ou en fait c'est le fonctionnement de tous les EHPAD Non, et c'est le aujourd'hui tu fonctionnement dois des motiver. EHPAD. Tu Ok. dois motiver. Alors après, tu as le dossier médical, Ouais, bien mais sûr, oui. après, il faut motiver. En tout cas, moi, dans ceux que j'ai faits, il fallait faire une lettre de motivation. Donc, c'est très étrange. Et puis, quand tu reçois le courrier, tu sautes de joie. Donc, le truc était très étrange. Je sautais de joie parce que je trouvais un EHPAD. En même temps, j'étais coupable parce que la culpabilité, ça, c'est un grand sujet chez les aidants. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'évidemment, ma mère fait partie de cette génération qui m'a dit, ne me mets jamais en maison de retraite. Donc, tu vois, il y avait tout ça. Mhm. Donc, la culpabilité, le fait qu'il faut agir vite parce que pendant ce temps où notre mère était à l'hôpital, eh bien, on continuait à payer le loyer de son appartement. Donc, c'était de l'argent en moins. Ouais, bien Mais sûr. on pouvait pas le liquider parce que le juge n'avait pas donné son accord et il faut pas faire ça. Donc, tu vois, donc, un sentiment donc d'injustice, mais là c'est plus la vie sur le mode oh là là, mais pourquoi tu me prends l'être que j'aime? Mais ça c'est la vie. Et puis après, toute cette machine franchement enfin moi qui m'a broyé, pas broyé, mais qui m'a comme dans une machine à laver. Et là il y a eu, ouais, j'avais beaucoup de colère, donc j'étais enragée, je te jure, les administrations, mais je leur ai fait la misère parce que j'étais en mode non, vous me traitez pas mal en fait. Je vous autorise pas à mal me traiter, je vous autorise pas à mettre 6 mois à me donner une réponse. Donc moi, je les harcelais. Mais ça, c'est mon tempérament. C'est que quand on essaye de mettre la tête dans l'eau ou sous le sable, moi, ça me donne de la puissance. Mais ça a un coût, ça. Ça a un coût. C'est que bah, quand notre mère, elle a enfin été en EHPAD, quand les choses se sont un peu apaisées, ah mais là, j'ai dévissé comme jamais, quoi. Voilà. Donc bon. Tu as parlé du juge, tu as dit le mot juge. Ouais. Qu'est-ce qu'un juge vient faire là-dedans? Un Je dis pour juge, ceux qui oui, écoutent, et t'es d'accord, ils ont bien entendu sûr, juge et là ils se disent mais pourquoi il a dit juge? Sa mère, elle a tué quelqu'un, elle était en prison, elle c'est a fait un clair. truc comme ça, c'est quoi le bordel? Alors, juge parce que, et tu fais bien de le préciser, parce que, voilà, la même chose. Maintenant, c'est devenu normal pour moi, mais moi aussi, je suis un peu tombée de l'armoire quand euh, notre mère en EHPAD. Donc, il faut sortir les sous-sous. Hein, c'est comme quand vous allez louer un appartement, il faut déposer un dépôt de garantie et puis 2 mois d'avance. Donc, ça veut dire Il qu'il faut de l'argent. faut beaucoup Donc, d'argent, hein, parce qu'un voilà, EHPAD, ça coûte voilà. voilà. Nous, notre On mère peut est dire dans le un. budget d'un EHPAD, tu as le Ah budget ben moyen bien d'un EHPAD sûr. aujourd'hui pour Alors les gens c'est qui en écoutent? gros, voilà, c'est en moyenne 3 000 euros. Après c'est une moyenne, donc en Par mois, fonction hein, de par mois la. les gens, Oui, pas par par an, mois. hein, Oui, oui, pas par par mois. an, par mois. Nous, notre mère, elle est dans un EHPAD qui est pas trop cher. Il est à 2 500, mais c'était quand même 2 500 à sortir. Donc on doit sortir chaque mois. Donc 2 500 plus 2 mois d'avance, ou un mois d'avance, plus un mois de caution. Donc tout ça, ça chiffre à 7 500 très vite. Donc où est-ce que tu trouves 7 500? Moi, j'avais pas cette trésorerie. Donc du coup, je me dis, on va aller sur les comptes de notre mère pour prendre cet argent. Et là, la banque, a de raison, elle te dit, mais en quel honneur? Donc tu dis, ben je suis la fille, on est les filles. Voilà, notre mère, elle en est pas. Ils disent, ah oui, oui, très bien, très bien. Eh ben, écoutez, présentez-moi le jugement qui vous reconnaît comme tutrice, parce que c'est le mot qu'on entend beaucoup, tutrice ou curatrice. Et tu dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Et bah oui, moi, il me faut une décision de justice. Moi, je peux pas comme ça vous ouvrir les comptes de votre mère. Et donc, eh ben, tu découvres les mesures de protection. Donc, tu vas sur servicepublic.gouv ou .fr, je ne sais plus. Et là, évidemment, tu remplis un nouveau dossier. Et pour tous ces éléments, donc on te demande, donc là, il faut un certificat médical qui atteste de la perte d'autonomie de ton parent ou de la personne dont tu prends soin. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver ce médecin qui est un médecin spécial. Ça peut pas être ton médecin de famille. Ah C'est un oui, qui est oui, oui, reconnu, oui. évidemment, devant le tribunal auquel tu appartiens. Et, donc, il faut le trouver, il faut le payer. C'est en moyenne 170 euros. Euh,
il faut le faire passer, etc. Et tu fais tout ce beau dossier pour le remettre au juge, à la juge, puisqu'en l'occurrence, c'est très féminin comme emploi, comme métier. Et suite à cela, la juge va te dire OK pour, nous, on avait demandé l'habilitation familiale, c'est une mesure de protection, on va dire, pour simplifier, c'est comme la tutelle, mais avec un peu plus de souplesse. Et elle dit OK, donc, enfin, elle dit OK, déjà, elle te reçoit. Mhm. Donc, elle nous a reçus, ma sœur et moi. En plus, c'était une période où ma sœur et moi, on était fâchés, on était en brouille, justement du fait du choix de vie de notre mère, parce que ma sœur, elle voulait garder notre mère à la maison et pas moi. Donc là, on a dû faire poker face, parce qu'on s'est dit, Le il y a un Poker enjeu, Face. Alors, voilà. Poker Face, Lady Gaga, oui, d'accord, je vois la ref. C'est quoi On était le là, donc Poker poker Face? face, Ah oui, d'accord, tout ok. va bien, on est vraiment poker face, Les meilleurs on amis est, du monde, on est les c'est... meilleurs amis du monde, on s'entend super bien. Alors ça faisait sans doute 2 minutes avant, on avait dû s'envoyer des textos pour s'insulter mutuellement. On arrive, oui bonjour, oui très bien, non mais bien sûr, on s'entend très très bien, il y a aucun problème. Oui oui bien sûr, on se transmet les papiers très facilement. Donc, elle dit, ah, bah, très bien, bah, je vous désigne cohabilitatrice. Donc, ma sœur et moi en capacité de gérer les comptes. Gérer les comptes, libérer l'appartement, et puis juste dire à toutes les administrations que désormais, vous êtes la représentante légale pour interrompre, par exemple, tous les prélèvements, tous les virements qu'ont pu le d'être. Et ça veut dire, en gros, récupérer de l'argent. Hmm. Donc, alors, moi, ça peut sembler très vénal, mais moi, je suis très à l'aise pour en parler. Les danses, ça a un coût et ça appauvrit. Donc, en gros, moi, mon objectif, c'était de retrouver des marges de manœuvre financières et un juge pour qu'il te désigne ou pas comme représentant légal, c'était une étape indispensable. Mais là aussi que j'ai découvert, Bah, en te à chaque fois, confrontant au truc, quoi, ouais. voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est tuant dans les danses, c'est que tu découvres les trucs confrontés il y a pas, tu peux pas anticiper, quoi. C'est, Hmm. il y a ça. Ah, ok, d'accord, il y a ça. Donc, d'où le juge. Ouais, bah, ça, c'est comme les, tu sais, c'est comme les démarches après décès, tu vois. Ah oui, je vais envoyer 3 courriers, ça sera terminé. Et puis après, les gens, ils sont confrontés à des trucs où à un moment donné, et bam, et bam, et bam. Et 9 mois Ça. après, ah mais genre, si j'avais su, Ah, c'est ça. je m'y serais C'est pris ça. autrement. Bah ouais, mais il faut l'avoir vécu pour. Enfin, tu vois, il faut avoir de l'avoir vécu, avoir de l'expérience. Et là, toi aussi, tu devrais revivre ça, tu le vivrais forcément, enfin, tu le gérerais forcément Oui, différemment et tout prendrait. Ça a pris combien de temps l'histoire du juge, là? Entre le moment ça où a tu apprends à la pris banque et le 6 mois. moment. Ah ouais, quand 6 mois. même. Ah Ouais, ouais. 6 mois. Et encore, moi, ça a été, et ce qu'on m'a dit, c'est, ah, dis donc, ça a été vite. Ouh, Ah, bah bah, je alors. lui dis, écoute, et je me souviens très bien, j'ai déposé début janvier, et on a eu vraiment la décision en juillet. Donc, vraiment, oui, 6, 7 mois, mais on avait reçu un premier courrier pour nous dire, ben, c'est bon. Après, il y a eu l'audition, et voilà. Mais 6 mois, et on m'a dit non, mais non, mais c'est ultra rapide. Ah, ok, d'accord. Super. Et du coup, ça, c'était vraiment après l'acceptation de l'EHPAD, en gros. Enfin, C'est c'était ça. vraiment, voilà, un peu comme Oui, ça. c'est ça. Donc, ta maman est rentrée en EHPAD, en gros. Il y a peut-être Oui, un mois ou deux de latence, mais globalement, c'était ça. Donc, si oui, je comprends bien l'un dans l'autre, tu as à peu près 5 à 4 à 5 mois oui. donc, pendant lesquels tu n'as pas accès aux comptes, finalement, sur lesquels il y a des sous, Voilà. mais sur lesquels il faut quand même débloquer l'argent, il faut quand même Ah payer bah tous les ouais, mois l'EHPAD, etc., etc. exactement. Comment ça se passe Eh ben, du coup, ma sœur et moi, on a fait nos fonds de tiroir. On est allé prendre nos deniers. On a pris nos deniers. Ma sœur qui, elle, alors ça, c'est aussi quelque chose qui arrive beaucoup chez les aidants, c'est que souvent, comme je disais avant, tu sais pas encore que tu es aidant, mais tu comprends déjà que ça part en cacahuète. Donc, très souvent, les aidants, ils ont procuration sur les comptes. Mhm. Donc, ma sœur, elle avait procuration sur les comptes. Donc, elle a pu prendre des deniers qui étaient là et elle a pu en utiliser, en envoyer quelques-uns pour payer l'EHPAD. Mais tu peux pas trop faire ça parce qu'en fait, la banque, elle comprend qu'il y a un truc bizarre, quoi. Elle dit, mais c'est quoi ces mouvements de comptes sur des comptes qui habituellement ne bougeaient pas? Donc, c'est pour ça, moi, je dis toujours aux aidants, les aidants me disent, non, mais c'est bon, moi, j'ai procuration, j'ai pas besoin de mettre en place une mesure de protection. Je leur dis, attention, danger, ne faites pas ça. Mettez-vous en règle avec la loi et les fonctionnements des institutions, de la banque, de la justice.
s'il se passe quoi que ce soit, si vous êtes plusieurs à avoir procuration, ça va se retourner contre vous. La banque va se retourner contre vous. Donc, ne vous contentez pas d'une procuration. Donc, en fait, sincèrement, on a fait des petites tactiques, comme ça qu'on trouvait. Donc, moi, j'ai débloqué une partie de mon épargne que j'avais au niveau de mon boulot. Ma sœur, elle a pris des thunes de son côté. Elle a pu prendre des thunes aussi sur les comptes de notre mère. Mais en même temps, on voulait pas trop en prendre parce que on ne savait pas on ne savait pas tous les prélèvements qu'elle avait et on voulait surtout pas qu'elle se retrouve à être en, qu'on appelle ça, tu sais, quand tu as plus d'argent sur le compte, interdit bancaire. Enfin, tu vois, donc tu te mets à faire des comptes d'apothicaire en disant non mais il y a ça, il y a ça, et puis on a aussi demandé à l'EHPAD, en gros, de nous faire crédit, quoi, Ouais. d'attendre. Et ils nous ont dit, ben écoutez, on attend, vous payez la caution, le dépôt de garantie et les mois d'avance. Et puis, comme en plus, vous allez mettre en place on a demandé une aide sociale à l'hébergement. Mhm. Donc ça, c'est une aide pour les petites retraites, puisque notre mère, entre guillemets, elle a 1002 de retraite, donc c'est pas dégueulasse. Mais quand tu as un EHPAD à 2005, en fait, Ça fait pas le taf, hein. ça fait pas le taf. Donc, comme l'EHPAD a vu qu'on avait déposé un dossier d'aide sociale à l'hébergement, eux, ça les garantit de rentrer dans leur fonds, puisque l'État rentre dans la danse. Donc, ils ont dit, OK, entre guillemets, on vous fait crédit. Mais en même temps, tu vois, il faut aussi quand même que tu te dépêches. Donc, il fallait que je dépose le dossier d'aide sociale à l'hébergement et que je les harcèle parce que là, le dossier est resté bloqué à un moment donné sur un bureau. Mhm, mhm. Donc, Alors, voilà. la grosse question qui se pose, alors, je l'ai déjà dit ou j'ai déjà dû l'exprimer de temps en temps, mais pas sans trop rentrer dans les détails, mais globalement, voilà, le côté aidant, tu vois, quand mon grand-père, moi, sur les 4 dernières années de sa vie, voilà, ma maman a vécu avec lui à la maison, parce que, comme tu l'as dit, papy Joseph détestait les hôpitaux et surtout pas hospitalisé, pas EHPAD, pas maison de retraite, etc., etc. Et ma maman voulait respecter ça, donc voilà. La différence majeure qu'il peut y avoir entre quelqu'un comme ma maman, en l'occurrence, qui était en invalidité au moment où ça s'est produit, donc elle était en arrêt de travail, etc. Donc du coup, elle n'allait pas travailler, c'est que sauf erreur de Mhm. ma part, toi, tu as un boulot. Tu as raison. J'ai un boulot et donc tout ça en même En- temps que le boulot. D'accord. Alors, on rappelle aux auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'administration française que généralement, les horaires de l'administration française sont plutôt relativement courtes. Hein, en général, à 16 heures, il n'y a plus personne. Et encore, quand ça pousse jusqu'à 16 heures, c'est vraiment que vous avez du bol. La question, c'est t'as fait, enfin, quel impact déjà sur ta vie professionnelle? Comment tu as géré ça avec ton boss? Enfin, tu vois, tu dois rendre, enfin, forcément, tu vois, Ouais. c'est pas non plus. Oui. Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu deux rapports à l'aidance au boulot, c'est-à-dire le premier boss, une crème. Jean-Michel, si tu m'entends, c'est mon coup de cœur managérial, c'est mon crush managérial, je Jean-Mi, l'adore, je l'aime. gros bisous, Jean-Mi. Jean-Mi, voilà, gros bisous Jean-Mi. Donc, Jean-Mi, euh, belle relation déjà avant. Donc, quand je lui explique, je dis, bah écoute, ma mère, EHPAD, etc. Enfin, tout ça. Vraiment, il me dit texto, il me dit Christelle, tu, ta priorité là, c'est ta mère. Quoi qu'il arrive, alors c'était juste avant l'EHPAD, donc c'était, non, elle était à l'EHPAD, mais les premiers temps, elle a chuté, elle est sortie 2 fois de l'EHPAD, donc elle est en hôpital, etc. Donc les transferts, on t'appelle pendant le boulot, oui, votre mère a chuté, il faut aller à l'hôpital, etc. Donc moi j'étais complètement déphasée, ma sœur aussi. Et lui, il m'a dit, écoute, la priorité sera toujours ta mère, quoi qu'il arrive. Il fait, tu priorises ta mère, tu m'appelles, tu me dis là, écoute Jean-Michel, ma mère, nanana, je peux pas faire telle réunion, je peux pas aller à tel tournage. Il fait, on est une équipe, on trouvera une solution. Donc autant te dire que quand le gars te dit ça, alors déjà, tu es dans un niveau d'apaisement intérieur qui est très puissant. Et lui, mais le gars, il te demande après de travailler sur un dossier jusqu'à minuit. Mais t'y vas, tu vois, parce que il m'a, enfin, il a dit ce que tout employé voudra entendre.
c'est la priorité, c'est ta mère, nous sommes une équipe, on trouvera toujours des solutions. Donc, comme tu le dis, avec les horaires de l'administration, etc., moi, effectivement, j'étais au travail. Alors, il y avait beaucoup de télétravail à ce moment-là parce qu'on était dans Covid-2 et qu'on incitait les employeurs à ne pas trop envoyer leurs salariés sur les lieux de travail. Mais quand j'y étais, parce qu'il fallait faire des impressions, etc., je faisais ça en même temps que mon travail, c'est-à-dire entre deux dossiers, j'appelais et j'avais pas besoin de me cacher parce que on en avait parlé en équipe. Lui, il était parfaitement au courant, il avait informé toute l'équipe et on a trouvé des solutions. C'est-à-dire à chaque fois que j'étais sur un dossier un peu sensible, il disait bon, qui va être entre guillemets qui est la deuxième personne qui seconde Christelle là-dessus, comme ça si jamais elle doit s'absenter. Donc si tu veux, le truc c'était royal. Tu vois vraiment, j'ai vécu une période de rêve. Donc je pouvais passer mes appels au bureau, je pouvais dire attends là j'ai un point téléphonique avec la CAF, elle me dit ah ouais pas de problème, tu nous rejoins. Vraiment mais royal, je faisais mes impressions parce qu'évidemment full digital mais full papier. Donc faut Oui. que tu envoies sinon c'est pas drôle. Donc royal, mais au bout d'un moment je me suis quand même dit c'est super, mais je voulais pas lui le mettre à défaut. Et puis même moi, je me rendais compte que j'allais pas pouvoir continuer à œuvrer dans ce poste où il faut une vraie grosse disponibilité. Donc de moi-même, je me suis dit, je vais changer de poste pour être dans un poste où je vais avoir plus de marge de manœuvre et qui va mieux correspondre à ce que je vis aujourd'hui comme aidante. Et là, j'en parle de vive voix à ma nouvelle manager. Elle me dit ah oui, il y a pas de problème, etc. Et en fait, dès que j'ai été prise dans son service, ça a été l'enfer sur terre, alors que mon activité est totalement télétravaillable. J'ai toujours été au rendez-vous de mes dossiers. Mais là, elle, c'était ah oui, mais non, il faut que tu reviennes au bureau. Ah oui, mais non. Et donc là, ça a été l'enfer parce que ça a été une charge mentale en fait. Hmm. C'est que Oui, t'es pris entre deux eaux, t'es pris dans un étau, C'est tu ça, peux pas bouger, c'est quoi. ça, c'est ça. Avec des phrases assassines. Écoute, il y a pire que ta mère en fin de vie. Il y a des gens qui ont pire dans l'équipe, donc arrête de te victimiser avec ta mère en fin de vie. Et là, je me suis dit, ouais, là, je me suis dit, je lui ai dit, écoute, on est d'accord pour ne plus être d'accord. Je trouve un autre poste, je pars. Parce que nous, là où je suis, en gros, soi-disant, il faut rester 3 ans avant de chercher un autre poste. Au bout d'un an, l'histoire, elle avait sifflé à la fin de la récré. Et donc voilà, et ben là, ce que je faisais, c'est que quand il fallait que j'aille des fois sur place, et ben je posais des jours, Mhm. alors je posais des jours. Enfin, là, j'étais dans des bricolages, mais de folie, quoi. Tu poses des jours, tu déplaces tes réunions. Moi, je prenais des réunions de l'hôpital. Je me souviens, j'ai pris des réunions de l'EHPAD parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas aussi poser tous tes jours. Parce que moi, ma grosse crainte, c'était je grille tous mes jours et quand ma mère va être sur ses derniers temps, j'aurai plus de jours pour passer avec elle. Et je peux Mhm. pas me permettre d'être sans solde. Je peux pas me permettre. Moi, je suis toute seule, je suis solo, je suis célibataire. Je me dis, si, je peux pas, c'est zéro sur mon compte. Donc, ma crainte, moi, c'était ça. Si j'ai plus assez de jours pour passer les derniers temps avec elle, donc, tu poses pas de jours, tu travailles tes dossiers professionnels en soirée, la nuit. Et ça, c'est le lot de plein d'aidants, plein Mhm. de parents aidants, plein de conjoints aidants. C'est le lot de plein d'aidants, ça. Mhm. C'est encore une fois, genre de truc que tu ne peux pas anticiper ou que tu peux pas te rendre compte tant que tu n'es pas confronté à ce genre de situation. Je suppose que la nouvelle, enfin la manageuse 2, là, euh, le fait qu'elle te mette des bâtons dans les roues comme ça, ou en tout cas qu'elle n'ait pas cette compréhension qu'a pu avoir Jean-Mi, Mm. ça a eu un impact sur ta productivité. Je suppose que tu devais tout cartonner avec Jean-Mi et puis que derrière, ça devait pas être vraiment la même avec Bah, pour moi-même, j'ai continué à cartonner même dans le nouveau poste, mais ce qui n'était plus là, c'était l'envie de bien faire, le fait de te défoncer pour ton employeur, en tout cas pour Jean-Mi, si tu veux, mais moi, Mhm. les dossiers, ils étaient au cordeau. L'autre, oui, oui, tu as raison, je faisais le service minimum, donc je livrais ce que j'avais à livrer, je le faisais bien, mais alors au début, si j'en faisais plus, parce qu'il y a aussi ce phénomène, c'est que tu te mets en surcompensation. Et Mhm. ça, c'est aussi un phénomène chez les aidants et chez plein d'autres. Hein. C'est que comme tu sais que en fait, t'as pas 100% de disponibilité, soit en termes de temps, soit en termes de mental,
Donc, tu surdélivres. Mais à ce jeu-là, tu perds toujours parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, tu n'as plus de temps, tu percutes plus. Donc, au début, je me suis mise à surdélivrer. Et quand j'ai vu que même quand je surdélivrais, ça n'allait pas, je me suis dit, de toutes les façons, comme on dit aux Antilles, il y a une expression qui dit, dis bonjour au bourreau, tu seras pendu. Ne lui dis pas bonjour, tu seras pendu. Donc, je me suis dit, bon, eh ben, écoute, on va arrêter les frais, on va arrêter d'être la bonne élève que j'ai toujours été, parce que soi-disant j'étais cadre à potentiel, on m'avait mis dans le processus asset management et tout. Je me suis dit, écoute, on va arrêter les frais. De toute façon, on a mis une cible sur ton dos. Donc Christelle, maintenant, même si c'est la mort dans l'âme, parce que moi j'étais en mode, moi je réussis ma vie professionnelle, tu vois. Moi c'était une source d'accomplissement pour moi, de réussite. J'ai grandi en banlieue populaire, je suis la première à faire des études supérieures, tu vois. Toujours la même histoire avec les enfants issus de l'immigration. Là, là. Mais tu vois, tu es confronté à plus dur que toi. Là, tu vois que tu peux pas franchir le mur. Et je me suis dit, Christelle, là, en gros, est-ce que quoi? Est-ce que tu choisis, là, pour le coup, elle a eu raison. Est-ce que je choisis ma mère ou le travail? J'ai dit, mais je choisis ma mère. Et il y a d'autres aidants qui auraient pu faire l'autre choix. Et c'est OK. Mais pour moi, c'était pas possible. Donc, j'ai choisi ma mère parce qu'au bout d'un moment, le monde professionnel m'a mis devant ce choix cornélien. Et c'est ce que je dis tout le temps aux employeurs. Ne faites pas, ne demandez pas aux aidants des choix comme ça. Ça va se retourner contre vous. Parce que moi, je vais pas, un jour, ma mère, elle va mourir. Donc moi, je vais revenir dans le game et je vais revenir vénère. C'est-à-dire, je vais avoir du temps, je vais avoir de l'énergie et surtout, je vais avoir de la colère. Tu fais quoi avec quelqu'un qui est comme ça? Alors que si ils étaient restés dans la Jean-Mi attitude, ils avaient tout gagné. Ils n'arrêtent pas de parler de marque employeur, de oui, on veut que oui, on est entreprise bienveillante, on est entreprise à mission. Mais c'est là qu'elle se fait la mission. C'est quand les gens que vous avez dans vos équipes, vous êtes en capacité de les accompagner dans leurs différents temps de vie, dans leur vulnérabilité. Et c'est pas que donner des jours parce qu'ils sont là, oui, on donne des jours. Mais arrêtez les jours, on n'en veut plus. On veut quoi? On veut des offres comme les tiennes, où en gros l'employeur il achète des services auxquels dont tu peux bénéficier le jour où tu en as besoin. Parce que moi, quand j'ai des jours, très bien, j'ai des jours je vais à la CAF, j'ai des jours je vais aux impôts, nanana, mais je muse, je ne sais pas finalement vers quelle institution me tourner. Alors que prendre des services comme les tiens, je veux dire, je te délègue le truc, tu t'en occupes, et moi, ça me permet de passer du temps de qualité avec mon proche, d'être au travail, qui est aussi un lieu de résilience pour les aidants. Parce que je suis désolée, ma mère, je l'adore, mais parler avec quelqu'un qui me dit 10 fois la même chose, moi, intellectuellement, je n'apprends rien. Donc, je suis très contente, on se fait des mamours, on s'aime, mais bon, au bout d'une demi-heure, moi, j'ai fait le tour de l'histoire. Donc, le lieu du travail, c'est un lieu de résilience, un lieu de sociabilité. Donc, on peut pas, on peut pas juste donner des jours pour dire aux aidants, bah écoute, vas-y, va faire ce que tu as à faire. Et puis, en gros, quand enfin ça va, eh ben, reviens-nous tout beau, tout propre. Ben non, en fait, va falloir me prendre un peu cassé et vous allez voir, on va faire avec. Ce que tu as dit sur l'employeur et puis le côté, c'est bien beau de faire des entreprises à mission, etc., etc. En gros, c'est bien beau de vouloir aider loin, entre guillemets. Hein. C'est ça. C'est un message qui ramène à quelque chose qui revient pas mal, en fait, dans cette saison de Vivant, ce message-là, de dire à un moment donné, impacter la vie des gens, ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi impacter la vie des gens? Est-ce que tu vois, quand j'ai lancé tranquillité.fr, par exemple, moi, mon délire, c'était ouais, je veux impacter la vie des gens, je veux que ça soit positif, je veux les aider dans des moments difficiles, etc. Concrètement, c'est toujours le cas. Tu vois, la seule différence, par contre, c'est que je me suis rendu compte entre-temps, en fait, qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits trucs, tu vois. Juste, des fois, de parler avec quelqu'un Et donc, du coup, pour un employeur, c'est déjà son équipe qui doit se sentir bien, c'est déjà lui qui doit se sentir bien vis-à-vis de son équipe, sans se sacrifier, tu vois, parce que l'employeur aussi, tu vois, c'est pas, voilà, l'employeur aussi, il y a une charge à porter, il y a des choses comme ça, etc., etc. Et après, faut que ça tourne rond autour de soi pour après élargir le cercle de plus en plus et pas chercher à taper loin sans regarder près de toi ce qui se passe. Et ouais, c'est un truc qui revient souvent, donc du coup, c'est marrant que tu l'exprimes et puis que ça ressorte à nouveau
dans cet échange. Oui, c'est un challenge, c'est un vrai challenge que les entreprises ont, qui est, comme tu dis, de arrêter de sortir des grands mots. Moi, je travaille dans la communication, donc moi, mon job, c'est de trouver les mots qui soit décrivent la réalité, soit te font croire que que ce qu'on dit existe. Hmm. Malheureusement, très souvent, moi, je crée des mots pour faire croire que la réalité existe. Leur grand truc, c'est oui, on est une société à impact. Comme tu dis, l'impact, il doit être dans le petit geste du quotidien. Comment le manager, il comprend que aujourd'hui, Moussa ou je ne sais pas qui ou Sylvie, elle a cette difficulté. Comment on peut l'aider? Mais ce manager, il faut aussi le former, il faut aussi l'outiller parce que il sait pas lui ce que c'est les danses ou peut-être lui-même il est aidant. Je leur dis mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez avoir des managers aidants. Tu vois donc être à impact, c'est ça, c'est de se dire comment, comme tu dis, au plus près, on rend possible le mieux vivre. Hmm. Et c'est pas, alors moi je leur dis tout le temps, je fais mais arrêtez d'être là en train de dire oui, on a subventionné tel projet dans tel pays, etc. Qu'est-ce que vous faites, comme tu dis, au quotidien pour vos équipes? Commencez, faites déjà le ménage chez vous. Hmm. Et là, vous allez voir, mais l'engagement de vos salariés, mais il va être décuplé. On est d'accord. Aujourd'hui, t'en es où avec ta maman, ta sœur, tout ça, tout ça? Alors, avec ma sœur, alors on s'est bien rabiboché. On est passé par on a utilisé la médiation familiale parce qu'on en était à un point où on n'arrivait plus à se parler. Donc, on était à se dire, on va se parler par avocat interposé. Ok. Et là, l'avocate que j'ai contactée m'a dit, ah non, non, mais si vous commencez à mettre ça sur le contentieux, c'est fini. Donc, c'est elle qui m'a dit, non, mais il y a ce qu'on appelle la médiation. Et sur le coup, j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Et finalement, ça a été quelque chose à effet retard qui a permis de mieux comprendre les freins de l'une et de l'autre. Et, et aujourd'hui, on a retrouvé une qualité de relation. Moi, je trouve qu'on a retrouvé une qualité de relation. C'est pas comme avant, mais en même temps, je dis souvent aux aidants ça aussi. Je fais, mais ne visez pas l'équilibre d'avant. La vie d'avant, elle a eu lieu et quelque part, elle est finie. Mhm. Il s'agit de reconstruire un équilibre et le bon et l'étalon, c'est pas forcément avant. Donc la relation que j'ai aujourd'hui avec ma sœur, c'est une nouvelle relation qui est enrichie de ce qu'on a vécu avec notre mère, de cette brouille. Et donc voilà. Mais en tout cas, on s'est rabiboché avec ma mère. Ça se passe très très bien. Elle est dans un super EHPAD avec des super équipes et dont je connais le travail de mieux en mieux. Et je vois comment ces équipes, elles sont quand même vraiment maltraitées, quoi. Les familles, des fois, des résidents, on est vraiment dur parce qu'on se sent tellement coupable, où on a toujours l'impression qu'on ferait mieux, qu'il faudrait faire différemment, que du coup, des fois, il y a une forme de maltraitance contre les équipes soignantes. Et Hmm. ça, il faut oser le dire aussi parce que, en tout cas, je sais pas s'il faut oser le dire, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, mais moi, je me suis vue être maltraitante avec des soignantes sous prétexte que je voulais pas qu'on soit maltraitant avec ma mère. Et ça passe par une façon de s'adresser aux équipes. On leur dit pas bonjour. On est en mode flicage. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, ou ça fait 10 minutes qu'elle sonne, pourquoi personne n'y va? Tu vois, sans comprendre que, en fait, on est en collectivité, que oui, toi, tu arrives dans un moment, mais en fait, tu n'as pas l'entièreté de la vision. Et donc, moi, je tire mon chapeau à ces équipes parce que vraiment, elles font un truc, mais limite d'intérêt public, parce que elles me disent, mais le plus dur, franchement, elles me disent, c'est pas les résidents, le plus dur, c'est les familles. Elle fait parce que, en gros, tu fais du soutien psychologique pour les familles. Et donc, ça se passe aussi très bien parce que je découvre ces métiers et en fait, tout le travail caché. Tout ce travail caché qui est d'accompagnement aussi des familles, de les raisonner, de leur faire comprendre, des fois aussi de dire, bah non, en fait, c'est pas possible, madame, ce que vous donniez à manger à tout le monde à l'étage, parce qu'en fait, oui, ça part d'un bon principe, mais en fait, il y a des risques de fausse route et que les gens s'énervent en disant oui, il n'y a pas de convivialité. Mais en fait, elles te disent, mais écoute, Christelle, moi, je veux bien la convivialité, mais si
Après, la résidente, elle fait une fausse route. On se retourne vers qui? On se retourne vers moi, hein, en disant, mais pourquoi vous avez autorisé qu'on distribue des chips? Et tu vois, donc c'est passionnant parce que tu te rends compte que c'est un écosystème et que résidents, équipe soignante et famille, ça aussi, et ça fait partie des sujets, de mes sujets, c'est comment on fait mieux comprendre aux EHPAD, mais aussi aux familles, comment mieux collaborer ensemble. Et que tu peux pas arriver en fait en EHPAD en mode en mode shérif. En fait, non, ça peut pas se passer comme ça. Donc aujourd'hui, ça c'est aussi mon sujet. Et il y a beaucoup de, et je me prends des oui, mais quand même, on a le droit de leur dire quand ça va pas. Je dis mais c'est pas que t'as pas le droit de leur dire quand ça va pas. Je dis juste, euh, n'arrivons pas à charge, n'arrivons pas à charge. Donnons le bénéfice du doute et soyons bien certains que ces personnes, elles sont là parce qu'elles ont envie de prendre soin. Oui, évidemment, tu peux avoir des planches pourries comme partout, mais enfin, est-ce qu'une relation, elle peut, quel que soit le domaine, est-ce qu'une relation, elle peut bien se dérouler quand tu commences avec le doute? Je crois que dans aucune relation, quand il y a de la suspicion, ça se passe bien. Donc, ne commençons pas à être suspicieux et demandons pourquoi telle chose, plutôt que ah ouais, mais vous avez pas fait, c'est parce que là, tu tues la relation. Ça ne va pas bien se passer. Donc ça, c'est mon sujet. Et puis après, je continue, enfin, sur lequel, mais là, c'est plus, comment dire, en termes documentaires, tu vois, je regarde. Donc quand je vais en EHPAD, je regarde comment nous aidants, nous familles, on se comporte. Je regarde comment les équipes soignantes, comment elles reçoivent ça, comment elles s'entraident entre elles ou comment ça les fait disjoncter. Je veux dire, quand tu es une infirmière ou peu importe, que tu te fais gueuler dessus par une famille et que toi, autre famille, tu es là, c'est très étrange, quoi. Puis ça met toutes, parce qu'en plus, ma mère, elle est à l'étage des gens qui ont des troubles neurodégénératifs. Donc, eux, si tu veux, les cris comme ça les effraie, quoi. Donc, les filles, elles me disent souvent, on dit aux familles, s'il y a un truc qui va pas, vous allez voir la carte de santé, mais vous tapez pas des scandales à l'étage. Parce qu'en fait, les personnes, elles, les résidents, ça les angoisse. Ça me fait, et après, nous, toute la journée, on sait que ça va être l'enfer. Mais c'est plus en termes documentaires, parce que tu vois, c'est un univers que je connais pas. Donc, j'y vais un peu en mode explorateur et ouais, c'est un autre univers que je découvre. Et puis après, bah, je continue à faire mes interventions en entreprise. J'en fais de plus en plus. Et aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est auprès des entreprises, c'est des assurances, beaucoup, des mutuelles, Mhm. mais parce qu'elles analysent les risques futurs. Et elles savent que les danses, le fait d'avoir des salariés qui vont devoir s'arrêter, etc. Voilà, ils développent des produits, des assurances autour de ça. Donc, si tu veux, ce risque-là, ils l'ont bien vu dans leur matrice. Mm. Donc, eux, ils me font intervenir et ils sont très ouverts à ces sujets. Mais le gros des entreprises, c'est un ventre mou, quoi. Ils font un truc le 6 octobre et puis c'est tout. Donc moi, je vais les voir et je les pique un peu dans le ventre mou en leur disant, mais vous allez faire quoi l'année prochaine? Vous refaites une journée 6 octobre et puis pendant toute l'année, silence radio. Donc voilà mon actu. Quand on s'est eu rapidement, et je pense qu'on en terminera par ça, mais quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que en fonction de qui tu étais en tant qu'aidant et de la relation que tu avais avec ton proche, et enfin pas de la relation, en tout cas de qui était le proche pour toi, etc., 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 qu'il y avait vraiment des différences de perception, des différences de vécu. Quand tu as échangé notamment dernièrement avec des aidants, en fait, où chacun avait des profils complètement différents. Tu veux nous en toucher un mot de ça? Si tu as compris ma question, bien sûr. Oui, 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 j'ai compris ta question. Oui, merci de le dire. Effectivement, il y a 11 millions d'aidants, mais ce sont pas tous des aidants qui ont mon profil, à savoir des aidants auprès d'un parent âgé en perte d'autonomie. Tu peux être parent aidant, tu peux être aidant d'un conjoint, tu peux être aidant d'un frère, tu peux être aidant d'un oncle, tu peux être pas aidant principal, mais aidant secondaire. Donc, c'est vraiment une galaxie. Et en devenant aidante, et en m'intéressant au domaine, j'ai découvert, on va dire, cette galaxie. Et autant les aidants qui ont mon profil, nous, quelque part, on découvre les dents, c'est ces miasmes.
autant quand tu es aidant, parent aidant, en fait, surtout si c'est par exemple aidant d'un enfant qui est né porteur d'un handicap, en fait, l'aidance, tu le connais depuis la naissance de ton enfant et c'est complètement différent. Et c'est aussi complètement différent parce que un enfant, tu l'éduques, tu l'accompagnes pour qu'il aille vers l'autonomie. Tu l'éduques aussi dans une idée que tu devrais partir avant lui, donc il devrait te survivre. Or, quand tu es parent aidant, ce que me disait Sandra Abouira, qui est le parent aidante avec qui je fais beaucoup de choses, elle me dit mais c'est très différent parce que toi tu accompagnes une fin de vie et moi logiquement je devrais accompagner une vie qui est en train de naître et je devrais l'accompagner pour un moment, le laisser aller vers son autonomie. Et ça, c'est pas possible. Elle fait donc, en tant que parent, ça te met dans un endroit très difficile, très différent. Et elle fait, tu mets des années, des fois, à accepter que ben, ton enfant ou ta façon d'être parent, c'est pas celle-là que tu avais projetée. La même chose avec une aidante de son conjoint qui me disait, mais moi, j'en peux plus qu'on me ramène aux aidants, entre guillemets, qui aujourd'hui prennent le devant de la scène, qui sont les aidants de parents vieillissants. Elle fait, mais moi, c'est différent. Moi, je me suis mariée avec cet homme, OK pour le meilleur et pour le pire, mais en fait, moi, c'était pour le meilleur. Et elle m'a dit, à aucun moment, j'aurais pu penser que la relation allait évoluer. Et aujourd'hui, oui, c'est mon mari dans les papiers. Elle fait, mais c'est plus une relation de mari et femme. C'est une relation peut-être de soignante à soigner. Elle fait, je sais plus, c'était très bon, elle me dit, je sais plus c'est quoi notre relation. Elle dit, bien sûr, j'ai encore de l'amour, mais elle me dit, je peux plus parler de relation mari et femme. Elle fait, et tu vois, donc du coup, je découvre aussi ça et c'est très, ouais, c'est enfin la même chose. Moi, je trouve ça passionnant parce que tu te rends compte un même mot pour recouvrir d'autres réalités. On ne parle même pas des jeunes aidants, qui sont 700 000 et je pense qu'ils sont bien plus. Donc, c'est un enfant qui a moins de 18 ans et qui va prendre soin de son parent ou d'un frère ou d'une sœur. Et là aussi, c'est quoi quand tu dois rentrer vite à l'école, de l'école, parce que il faut que tu béquilles ta mère, parce que tu sais qu'elle pourra pas faire ta mère ou ton père à manger, parce que elle a les soins de chimio ou je ne sais quoi. Et en même temps, tu dois aller faire tes devoirs. Et puis tu veux pas aller à l'anniversaire parce que tu as envie d'aller à l'anniversaire, mais tu culpabilises de la laisser. Et t'es un enfant ou t'es un ado en construction. Donc, comment ça te construit tout ça ou comment ça déconstruit et comment tu trouves aussi des ressources, comment tu en fais une force? Parce que bien évidemment, les gens me disent oui, mais ça va te créer une force. Je dis mais bien sûr. Je fais mais avant que ça me crée une force, reconnaissons que c'est aussi un endroit de vulnérabilité. Et comme dit Michel Beck, c'est un aidant que j'ai interviewé. Il dit oui, les aidants, on est peut-être des héros, mais on est surtout des héros. On est peut-être des super héros, mais on est des super héros sans super pouvoir. Donc ça se passe pas bien en fait. Et j'ai trouvé super son truc parce qu'il dit on n'arrête pas de nous dire on est des héros, des super héros. Il fait oui, mais moi j'ai pas de super pouvoir. Euh, donc voilà, c'est toute cette population, cet écosystème d'aidants que je découvre mais avec des lignes quand même de convergence sur l'administratif, sur le fait qu'on est dans une société qui te dit oui, il faut qu'on soit solidaire. Mais comme dit Sandra Bouirassou, elle dit mais c'est pas une sorte de solidarité. C'est une question de citoyenneté. Elle fait on paie tous l'impôt pour qu'il y ait une prise en charge de la société. C'est une question de société, c'est pas une question de solidarité. C'est pas du genre, bon ben voilà, il nous reste un peu d'euros, on va leur donner. Non, c'est une question de citoyenneté, c'est une question qui doit nous concerner tous. Donc c'est pour ça que quand tu vois l'État qui fait des mesurettes, oui, on va donner 15 jours et tout, mais qu'est-ce que tu donnes 15 jours pour permettre aux aidants de souffler? Mais de quoi parle-t-on? Mais quoi? 15 jours, ça va me permettre de souffler comment? C'est pas ça le sujet. Mais tu vois, donc c'est quelle que soit la population d'aidants, il y a on est quand même en phase sur plein de sujets sur la mauvaise façon aujourd'hui, parce que ça va évoluer, c'est obligé, que aujourd'hui l'État ou la société a de comprendre l'aidance. Mais ça va bouger, ça ne peut que bouger. C'est impossible que ce soit autrement avec la vague
qu'on va se prendre avec les aidants de parents vieillissants, le système, il va pas pouvoir tenir. J'aime bien en général quasiment finir un épisode en demandant à l'invité s'il souhaite partager une ressource, un livre, un truc, un film, quoi que ce soit, enfin quelque chose qui te parle ou que tu aimerais partager avec les auditeurs. Ça serait quoi du coup? J'espère que tu as bossé la question parce que depuis le temps que tu écoutes le podcast. Oui, effectivement, depuis le temps que j'écoute le podcast, mais j'ai oublié le titre, mais je vais le retrouver. Ah, En je fait, crois que tu étais en train de regarder un bouquin, mais non, elle regarde l'écran de son smartphone, mais c'est un scandale. c'est un scandale, hein. Oh là Ouais, ouais, là, ouais, mais non. ça sera pas coupé au Alors, montage, tiens. ah bah écoute, c'est très bien, mais je vais te trouver immédiatement. Donc tu ne veux pas combler, tu ne veux pas dire quelque chose, c'est Non, mais méchant. je pourrais dire simplement que tout ce que tu as dit est très, très juste, simplement. Et je reviens sur l'histoire tu vois, des conjoints et tout. Il n'y a pas longtemps, je participais à un café avec des aidants. Voilà, donc table ronde avec quelques aidants, etc. Puis moi, je venais parler des démarches après décès parce que c'est un sujet qui les interpelle, alors pour lequel beaucoup ont du mal à se confronter, tu te doutes bien, Projeté. Ouais. à se Bah projeter, c'est oui. sûr. Mais il y a une partie, en tout cas, qui est assez près, qui est assez avancée dans son chemin d'aidant et qui se tient prêt à avoir des infos sur un peu tout ça. Et ce qui m'a un peu, ouais, ce qui revenait souvent dans les témoignages notamment des femmes et des hommes d'ailleurs, hein, qui accompagnaient leurs conjoints. C'est vraiment ce truc de quel soulagement en fait ça pouvait être pour eux. Pas, pas envisager le décès parce que ça c'est absolument pas concevable, mais quel soulagement ça pouvait être pour eux quand un, deux, voire des fois pour certains qui ont de la chance, 3 jours par semaine, quand ils étaient à domicile hein, en permanence, ils allaient dans un établissement spécialisé, tu vois, sur 1 ou 2 journées, histoire qu'ils puissent souffler. Et ils disaient, mais ça, c'est le truc que j'attends toute la semaine. C'est pas que je l'aime pas, hein, c'est pas que. Mais en fait, j'en ai tellement besoin parce que tu es à saturation. Donc, juste pour meubler un petit peu. Voilà. Alors, ton Mhm. bouquin, on y va. Doum, doum, doum. Alors, le bouquin, c'est d'Antoine Durand, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, bien que je suis en train de lire, Bien recruter son équipe d'auxiliaires de vie, le guide complet en 12 étapes. Alors, c'est un guide pratique, mais je trouve ça. Alors, lui-même, il le dit, hein, il est aidé par toute une équipe d'auxiliaires de vie, de soignants. Et j'adore parce qu'il a transformé voilà, son expérience en guide pratique sur effectivement comment on recrute, comment on forme, comment on fidélise. Et je trouve ça super parce que ce sujet-là aussi, on n'en parle pas, mais du jour au lendemain, si tu décides de garder ton parent, ton proche, ton conjoint, ton enfant à la maison, enfin, tu décides où tu es contraint, enfin bref, Mhm. ça veut dire que tu vas être amené à faire appel à des auxiliaires de vie, à des infirmiers, des infirmières libérales, à des kinés. Et en fait, t'es pas prêt. Et quelque part, tu deviens, comme le dit Christine Bonnefond, c'est une aidante que j'adore. Elle dit, bah, moi, je suis devenue DRH, quoi. Ce qu'elle fait autour de son époux qui a la SLA, sclérose en plaques. Euh, euh, Elle dit, mais du jour au lendemain, il a fallu que je recrute, que je forme, que je fasse en sorte que les équipes, elles tournent bien ensemble. Et ça aussi, tu vois, comme tu dis, t'es pas prêt. Et donc, je trouve ça super parce que tu as un bouquin qui a été écrit par quelqu'un qui, lui, est un aidé, mais qui est devenu employeur. Et il te dit, bah voilà, en fait, ça ne s'apprend pas, t'as pas la science infuse. Voici comment il faut recruter, voici ce à quoi il faut être vigilant, voici comment on met fin à un contrat, parce que ça existe aussi. Euh, et donc, je trouve ça super intéressant d'avoir un bouquin comme ça sur une réalité de l'aidance qui est aussi puisque moi, mon grand sujet, c'est les tabous, les choses dont on parle pas, qui est un aidant ou un aidé, mais en tout cas un aidant, tu peux devenir employeur et c'est d'autres ressources que tu vas devoir développer et t'es pas au courant et tu sais pas. Donc moi, je vous conseille cet ouvrage. Et deuxième ressource pour me faire pardonner. Alors c'est un peu, tu vas dire ah c'est faillot et tout, mais moi ça m'a beaucoup aidé et tu vois le dernier je l'ai écouté celui avec Tanou. Moi je conseille d'écouter des choses, d'écouter ou de lire des choses en lien avec la mort, la fin de vie. Et c'est vrai que du coup ton podcast, alors moi j'adore les podcasts, hein, mais voilà moi régulièrement je réécoute des épisodes, mais sur des sujets très loin de moi. Il y en avait un que tu avais fait sur une association qui accompagnait les parents dont un enfant s'était suicidé. Et il y a toujours des choses à prendre pour soi. Même si on est très loin, il y a toujours des choses à prendre. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais voilà dans le dur de l'aidance. Vraiment, quand j'y voyais plus clair, quand
vraiment, tu vois, j'avançais à vue. Je savais pas, tu vois, vraiment, j'avançais à vue. Et du coup, tu vois, j'écoutais des épisodes du podcast qui avaient rien à voir avec ma réalité et ça m'a beaucoup apaisée. Et il y a aussi, comme je dis souvent, ça a eu un effet, à effet retard, tu vois. Mmh. Ça vient apaiser des choses, ça vient connecter des choses, tu sais pas sur le coup. Mais le travail, en fait, il se fait. Merci pour ça. Donc, on retient le premier bouquin. Et puis, pour les auditeurs de Vivant, bah, en fait, écoutez ce que vous êtes en train d'écouter. C'est une bonne C'est ressource. ça, en fait. Non, mais c'est cool. Merci beaucoup. Si je devais te laisser le mot de la fin pour conclure, parce que ça, je le fais tout le temps, tu dirais quoi? Le mot de la fin, c'est si vous êtes aidant, aidante, faites tout pour ne pas vous sacrifier et n'avoir que cette identité. Continuez à être des êtres pluriels, des êtres multidimensionnels. Je sais que c'est dur parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on culpabilise, mais pour vous, pour la personne dont vous prenez soin, continuez à être des êtres multidimensionnels. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, à avoir des breaks pour vous, sport, loisirs. Ça peut sembler des gros mots parce qu'on se dit non mais attends, là mon fils il est polyhandicapé, mon conjoint il est malade, je vais pas aller prendre. Bah si en fait, faites-le. Faut rester pluriel parce que déjà on a tendance à donner beaucoup d'énergie à les danses, donc on peut pas tout donner à les danses. On peut pas tout donner à les danses. Ça roule. Merci beaucoup, Christelle, pour ce super moment passé ensemble. Merci à toi, Bah c'était avec, super. bah écoute, je partage. Merci à vous qui écoutez. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, bah écoute, Christelle, tu prends soin de toi comme d'hab. Et à bientôt. Toujours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux, à noter Vivant sur Apple Podcast et Spotify avec une note 5 étoiles et un mot gentil, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me faire part de vos suggestions, commentaires ou mots gentils par mail teddy@tranquillité.fr. Et merci d'être là, tout simplement, d'être de plus en plus nombreux. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de